Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir. Bienvenue à l'université Paul Valéry dans nos locaux de Saint-Charles. Euh, cette conférence en fait fait partie d'un cycle que nous avons lancé l'an passé, un cycle de conférences qui s'appelle Tu parles Charles et qui vise à donner la parole à des chercheurs, à des experts sur des questions de société ou des questions d'actualité. Et ce soir, nous avons le plaisir de commencer ce cycle avec Clément Terme. Bonsoir Clément, merci encore de nous accorder un petit peu de ton temps. Donc Clément Terme est historien des relations internationales. Il est chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry, ici même donc, et également à Sciences Po Paris. Spécialiste du monde iranien, il a été auparavant chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, assistant d'enseignement à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, chercheur à l'Institut français de recherche en Iran à Téhéran, et chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales, donc l'IFRI. Clément est habitué à publier des articles dans des revues internationales référencées. Et d'ailleurs, il a un de ses prochains ouvrages qui sort bientôt, en 2023, ouvrage qui paraîtra aux presses universitaires de Rennes en 2023, comme je vous le disais, qui s'intitule Les relations irano-américaines depuis 1979 à l'épreuve de la République islamique. Donc Clément, je peux débuter avec une première question. Fabrice Chomara et moi-même allons animer cette discussion et puis après nous donnerons bien évidemment la parole à la salle. Mais première question pour introduire un petit peu cette discussion sur les événements qui ont lieu actuellement en Iran. Mais avant de parler de ces événements, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide point sur l'histoire récente de l'Iran depuis 79 en fait? Merci beaucoup Fabrice et Fabrice donc. Et grand merci à l'université Paul Valéry. Je suis très ému parce que j'étais étudiant ici entre 1997 et 2001. Et donc je suis revenu pour enseigner ici l'année dernière comme chargé de cours. Donc dans le département d'histoire qui m'a formé après le bac. Sur l'histoire de l'Iran à l'époque contemporaine, pour comprendre les événements actuels, il faut commencer en 1906 avec la révolution constitutionnelle. Donc il y a déjà à l'époque ce que l'ambassadeur de France appelle le libéralisme persan. Donc il y a déjà un combat qui existe dans la société iranienne pour l'égalité des droits, pour un Iran qui sortirait d'un régime absolu et d'un régime autoritaire. À l'époque, on parle d'autocratie. Et donc, il y a déjà une dimension géopolitique, puisque la Russie tsariste soutient les membres de l'élite qui refusent une évolution démocratique de la monarchie, une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, et les Britanniques soutiennent effectivement le libéralisme iranien de l'époque. Donc, c'est ce qu'on appelait au XIXe siècle le grand jeu, que j'enseigne désormais à Paul Valéry, dans l'histoire des relations internationales. Et donc, c'est le premier événement, et depuis lors, jusqu'à nos jours, il y a une constitution, qu'il s'agisse de la dynastie Pahlavi, a conservé une forme constitutionnelle avec un parlement, ou même la République islamique. Les autres dates importantes sont peut-être les débuts de la guerre froide, puisque l'Iran est, pendant la Deuxième Guerre mondiale, occupé par les troupes soviétiques et britanniques. Donc il y a quand même une ingérence étrangère et un sentiment de subir des influences étrangères. Et en 1947, les soviétiques refusent de se retirer du nord de l'Iran, et donc de deux républiques, et c'est 1946, la première crise de la guerre froide, avec la république de Mahabad, aujourd'hui donc les Kurdes, avec le soutien des soviétiques à l'époque.
Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est les soviétiques qui soutiennent les minorités ethniques en Iran. Et donc une république aussi dans ce qu'on appelle la province d'Azerbaïdjan aujourd'hui. Donc ce sont des forces centrifuges qui sont aussi à l'œuvre aujourd'hui. Et donc il y a toujours cette dynamique, si vous voulez, entre des mouvements à l'intérieur du pays et des relations avec les puissances à l'extérieur. Ensuite, les dates importantes sont 1953, le coup d'État manqué qui dans un premier temps et qui réussira ensuite contre Mossadegh, le Premier ministre qui a nationalisé le pétrole. Il y a un débat aujourd'hui sur est-ce que c'est l'action des services secrets américains et britanniques qui a été décisive ou est-ce que c'est plutôt des facteurs politiques internes à l'Iran de 1953. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le clergé qui aujourd'hui au pouvoir en République islamique a soutenu le coup d'État, donc la restauration du Shah, Mohamed Reza Pahlavi. Et il n'était pas du côté de Mossadegh, le clergé actuel. Donc c'est pour vous faire comprendre que l'anti-impérialisme du clergé iranien est ce qu'on appelle un anti-impérialisme de façade. Et là, donc là, j'arrive à la révolution donc, de 1979. Alors, le retour sur la révolution de 79 est intéressant pour trois raisons aujourd'hui. La première raison, c'est de comprendre pourquoi on échoue en tant qu'analyste, en tant que chercheur, à prévoir les révolutions. Et donc, à l'époque, il y a trois erreurs qui sont commises par les analystes. La première erreur, c'est tout simplement qu'on prédisait la chute du Shah Mohamed Reza Pahlavi depuis 1953 et le coup d'État qu'il avait remis au pouvoir. Donc, il y avait une lassitude, si vous voulez, parce qu'on disait, s'il n'a pas chuté, les prédictions ayant échoué auparavant, on pensait qu'en 78, il resterait au pouvoir encore jusqu'à la fin de ses jours, puisque ceux qui avaient annoncé sa chute s'étaient trompés préalablement. Donc la même chose aujourd'hui avec la République islamique, ceux qui annoncent la fin du régime sont critiqués par les sceptiques, entre guillemets, qui disent mais vous avez annoncé la chute du régime théocratique depuis 1980, depuis le début de la guerre Iran-Irak. Donc comme vous vous êtes trompé depuis 1980, mécaniquement vous vous trompez cette fois encore. La deuxième erreur, c'est de surévaluer l'importance de l'appareil de sécurité. Donc le Shah avait beaucoup investi dans les forces armées et dans un appareil de sécurité très puissant, mais au moment décisif, il a refusé l'instauration d'une junte militaire et il a refusé une tuerie de masse contre sa population. Donc là, la situation est différente, puisque le guide suprême Ali Khamenei est prêt à une tuerie de masse, mais reste la question de l'obéissance des membres des forces de sécurité. Jusqu'à quand ils vont obéir. Donc, c'est pas le fait d'avoir un appareil de sécurité surpuissant n'est pas une garantie de survie éternelle. Et la troisième erreur, c'est l'incapacité à identifier les forces d'opposition. Donc, à l'époque, 4 mois avant la chute du Shah, en août 1978, les agents de la CIA, on a ça aux archives aujourd'hui, disent les religieux ne peuvent pas être une force politique. On croyait que Khomeini c'était une sorte de Gandhi qui rentrera à Rome. On disait ils n'ont pas de leader, il n'y a pas d'alternative au Shah. Donc les mêmes éléments de langage que vous entendez aujourd'hui. Donc ça c'est et en fait c'est notre incapacité à identifier un leader ou ceux qui pourraient prendre la suite. Et le dernier point important, c'est la peur du changement de régime. Donc c'est-à-dire que depuis les années 2000, la guerre d'Afghanistan en 2001, la guerre d'Irak 2003, la guerre de Libye 2011, et la révolution syrienne de 2011 également, il y a cette peur du chaos et cette peur du changement de régime. Donc la nouvelle révolution, entre guillemets, fait peur, et donc c'est un outil pour l'État qui est aux affaires aujourd'hui pour contrer les forces sociales qui aspirent au changement à l'intérieur du pays. Ils jouent sur cette peur du chaos, à la fois une partie de la population la partage en Iran, mais surtout dans les chancelleries occidentales. Il y a cette peur d'un État failli, et même parmi les pays voisins, donc même parmi les pays rivaux de l'Iran, on privilégie aujourd'hui un scénario d'évolution du régime qui serait un coup d'État militaire. Donc les clercs seraient mis de côté, et ce seraient les gardiens de la révolution qui prendraient le pouvoir en ayant, si vous voulez, une normalisation autoritaire. Donc c'est une forme de réassurance de ceux qui réfléchissent à la question, si vous voulez. Ils se rassurent en se disant il y aura une continuité de l'État, parce qu'il y a la peur de l'État failli. Donc c'est la situation du débat aujourd'hui sur est-ce qu'il y aura une nouvelle révolution ou pas en Iran.
Peut-être avant d'essayer de tracer des perspectives pour l'avenir et de ce qui peut arriver à partir de maintenant, est-ce qu'on pourrait essayer de mieux définir ce qui est en train de se passer en Iran actuellement? Puisque c'est pas la première fois, je crois qu'il y a eu des révoltes comme ça, notamment dans le sillage des printemps arabes il y a quelques années, me semble-t-il. Peut-être vous pourrez nous en redire un mot. Alors là, on a l'impression, mais peut-être à tort, qu'il se passe quelque chose de différent, de nature différente. Donc est-ce qu'il s'agit d'une révolte ou d'une révolution, comme on se posait la question en France à une certaine époque? Est-ce qu'on peut mettre déjà des mots comme ça sur cet épisode? Alors c'est un débat qui existe. Alors il y a ce qu'on pense être la situation actuelle, c'est ce qu'on pense pouvoir dire aujourd'hui, il faut être très prudent, c'est que c'est un mouvement révolutionnaire. Donc il n'y a pas de doute sur l'objectif de ceux qui manifestent. Ils souhaitent un changement de régime. Ils pensent qu'il ne peut pas y avoir de réforme dans le cadre de l'idéologie de la révolution islamique. Et donc, seule une évolution politique complète et un changement des élites, si vous voulez, un renouvellement des élites et une mise à l'écart des religieux et des gardiens de la révolution pourrait permettre la réalisation des aspirations sociales de la majorité de la population. Donc ça, on peut le dire, je pense, avec une certaine assurance, parce qu'à la lecture des slogans, compte tenu des risques physiques qui sont pris par ceux qui manifestent, ils ne manifestent pas pour une réforme du régime en place. Le deuxième élément, c'est l'idée selon laquelle il faudrait dès aujourd'hui caractériser le mouvement. Là, il faut faire, à mon sens, des hypothèses. La première hypothèse, c'est la poursuite du cycle manifestation-répression. Donc on a connu les manifestations précédentes, pour commencer en 1999, avec la révolte démocratique des étudiants. Donc c'était vraiment une révolte pour la démocratisation. Et à l'époque, il y avait un président, entre guillemets, réformiste, M. Ratami, qui a couvert la répression de ce mouvement étudiant. Donc à partir de là, on peut dire que l'idée de l'ayatollah Gorbatchev, comme on l'a appelé à l'époque, et comme ses rivaux l'appelaient, il n'y aura pas d'ayatollah Gorbatchev en Iran. Ensuite, vous avez la révolte de 2009 du mouvement vert. Donc là, ce sont les classes moyennes. Il y a 2 millions d'Iraniens dans les rues. Donc on n'a pas connu un mouvement de masse depuis lors. Et là, ça dure 1 an. Il y a une centaine de morts, donc la répression. Ensuite, vous avez la révolte des classes populaires 2017-2018. À nouveau, en novembre 2019. Novembre 2019, 1500 morts. Donc, vous voyez l'intensification et les tueries de masse qui s'accentuent. Et aujourd'hui, vous avez une synthèse de ces mouvements, si vous voulez. Vous avez à la fois les étudiants, les classes moyennes, les classes populaires, le combat pour l'égalité homme-femme. Ce qui est différent, c'est que ça a lieu en même temps, et surtout que les élites culturelles et sportives, notamment les joueurs de foot, par exemple, qui n'ont pas chanté l'hymne national lors du premier match de la Coupe du Monde. Il y avait aussi une championne d'escalade qui s'était dévoilée pour effectuer sa performance. Vous avez aussi l'équipe de basketball féminine qui s'est dévoilée complètement. Donc vous avez en même temps les classes populaires. Donc vous avez à la fois, sans parler des actrices, des acteurs, des cinéastes, des réalisateurs. Donc vous avez une mobilisation qui touche toutes les classes sociales. Et ça, c'est inédit également. La demande de changement de régime, je dirais, elle date de 2017-2018. Donc certains collègues pensent qu'il faut faire remonter le début du processus révolutionnaire à cette période-là, parce qu'il se posait déjà la question de la fin de la révolution islamique en 2017-2018. Donc on est sur un mouvement qui quand même pose des problèmes spécifiques au régime, parce que il est très difficile de lutter contre ce mouvement à la fois dans les grandes villes, dans les petites villes, avec des zones d'intensité plus forte dans la province du Kurdistan et du Baloutchistan où la répression est encore plus violente. Et il y a aussi des éléments transnationaux donc, au Kurdistan d'Iran, puisqu'il y a des tirs d'artillerie, des tirs de missiles, des tirs de drones de l'armée iranienne sur les positions des opposants kurdes en Irak. Et donc vous avez la volonté de transformer un mouvement populaire en guerre, donc en situation de guerre, et de connecter ceux qui manifestent à l'intérieur avec un ennemi de l'extérieur.
Donc on est dans un schéma, en tout cas le mouvement est révolutionnaire, mais l'État, le régime, considère ce mouvement comme une menace et crée une ambiance, si vous voulez, ce qu'ils appellent entre guillemets la guerre psychologique, un schéma de guerre pour mieux réprimer. C'est la stratégie classique du régime iranien d'externaliser les crises à l'extérieur pour mieux réprimer à l'intérieur. Donc c'est un schéma qu'il pratique. Donc on s'attend peut-être à, par exemple, des frappes des milices pro-iraniennes d'Irak sur l'Arabie Saoudite. On a eu une attaque sur un tanker, un pétrolier qui battait pavillon israélien. Donc il y a une volonté d'escalade militaire à l'extérieur pour réprimer à l'intérieur. Le problème de cette surenchère sécuritaire, c'est qu'elle génère encore plus de mécontentement et qu'elle n'apporte pas de solution politique. Donc c'est un État sécuritaire qui n'a plus de capacité, si vous voulez, de ressources politiques pour gérer le mécontentement. Donc il y avait un philosophe franco-iranien très célèbre, Darius Shayegan, qui disait le régime iranien s'est déjà effondré, mais il ne le sait pas. Voilà, moi, il m'avait dit, les mollahs ont joué tout leur islam au casino, et ils n'ont plus non plus cette ressource de manipuler, si vous voulez, les sentiments religieux de la population. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement révolutionnaire pour la sécularisation de l'Iran, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et une normalisation, si vous voulez, avoir un État modéré, normal, sortir de l'idéologie de la révolution islamique. En fait, ce mouvement a pris un certain essor il y a peu avec la mort de Mahsa Amini qui refusait de porter le voile. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est après tout, pour ce régime, si il suffit qu'il lâche un peu de l'Est, pourquoi est-ce qu'il ne lâcherait pas un peu de l'Est pour survivre et pour donner un peu plus de vie à la société? Alors ça, c'est la théorie qui est privilégiée dans les milieux sécuritaires occidentaux sur, si vous voulez, une militarisation de l'État iranien pour sortir de cette impasse idéologico-religieuse ou politico-religieuse. Il faut un État complètement sécuritaire et ceux qui répriment doivent prendre les décisions politiques. C'est-à-dire que pour l'instant, ils obéissent au guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui, selon la constitution iranienne, est le représentant de Dieu sur Terre. Mais le problème de ce scénario d'évolution, si vous voulez, est triple. Le premier obstacle, c'est tout simplement que les ordres appliqués se font dans le cadre idéologique. Donc on tue au nom de Dieu pour les forces de sécurité. Donc c'est ce qu'appelle mon directeur de thèse un état mortifère, le schisme mortifère. Donc il y a besoin d'un substrat idéologique pour justifier la violence de l'État. Donc ce changement de paradigme poserait cette question-là. Est-ce que l'obéissance à un simple chef militaire serait aussi efficiente que l'obéissance à un chef qui est une figure religieuse, pour ceux qui sont à l'intérieur de l'appareil de sécurité, qui sont endoctrinés, ceux qui tuent au nom de l'État. Le deuxième obstacle, c'est tout simplement que le mouvement, comme je viens de l'indiquer, est révolutionnaire. Et donc, comment les gardiens de la révolution, donc les Pasdaran, qui est une force armée idéologique, donc pas classique, donc il y a deux forces armées en Iran, l'armée idéologique et l'armée traditionnelle. C'était une décision qui avait été prise en 1979 par peur des coups d'État militaires, de diviser les forces armées. Et donc si les forces armées idéologiques prennent le pouvoir, il faudrait quand même que le mouvement révolutionnaire l'accepte. Et donc plus il y a de répression, plus il y a de morts, plus il y a quand même un désir de vengeance, un désir d'un changement réel dans l'État. Donc ça pose une difficulté, ce scénario d'évolution, mais il pourrait se faire sous un vernis théocratique à la mort du guide qui a 83 ans. Donc c'est l'idée qui est privilégiée, si vous voulez, dans les cercles diplomatiques occidentaux. Mais on ne peut pas prédire l'avenir, donc c'est très compliqué de savoir comment l'État de la République islamique pourrait renoncer à une partie de son identité. Donc, c'est plus facile pour un chercheur d'imaginer, si vous voulez, la poursuite des cycles répression-manifestation et ce que j'appelle un changement de régime par le bas, c'est-à-dire une forme d'acceptance sur le terrain, mais sans le dire,
d'une évolution sociologique. Mais en même temps, vu le niveau d'endoctrinement, si vous voulez, dans l'État, s'ils décident de changer, de réformer, alors qu'ils sont contestés, ça peut aussi, et c'est le calcul actuel du guide suprême qui ne veut rien changer, il pense que ça entraînerait sa chute immédiatement. Donc, c'est le Shah d'Iran avait fait ça en 78, il avait réformé en position de faiblesse et il s'est effondré. Donc, il y a cette question aussi, et c'est pour ça qu'il y a plutôt une surenchère sécuritaire. Et la stratégie actuelle n'est pas celle-là. La stratégie actuelle, c'est de faire régner la terreur, d'augmenter le coût pour les manifestants et d'augmenter la prise de risque de ceux qui contestent l'ordre théocratique. Dans un mouvement révolutionnaire en général, donc là, et celui-là en particulier, donc on voit bien ce que les gens en train de se révolter ne veulent plus, c'est-à-dire ce régime en place depuis 1979. Par contre, on peine à voir une alternative politique. Est-ce qu'il existe dans le paysage iranien ou à l'étranger des figures, des personnalités ou des partis qui seraient susceptibles, si toutefois le régime en venait à s'effondrer, à constituer une alternative pour ce pays? Alors oui, la question, en fait, est paradoxale parce que c'est parce que justement il y a cette répression massive, qu'il y a eu une purge politique, donc dès le début de la Révolution, entre 1979 et 1983, la diversité qui existait dans le mouvement révolutionnaire a été éliminée. Donc on a eu un État qui a une idéologie totalitaire, et donc avec un parti unique au début, et ensuite un jeu factice entre des factions modérées et conservatrices pour créer une soupape de sécurité dans le système autoritaire et pouvoir coopter les mécontentements. Donc là, c'est la fin de ce système. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de soupape de sécurité, tous les modérés ont été purgés, donc il n'y a pas de capacité, si vous voulez, à l'intérieur du régime théocratique d'avoir un renouvellement, puisque tous ceux qui défendaient une autre approche, peut-être moins violente ou moins directement violente, ont été eux-mêmes éliminés et victimes du système qu'ils portaient et qu'ils défendaient parfois pour ceux qui étaient sincèrement réformateurs, une minorité. Donc là, on est dans un blocage interne au système. À l'extérieur du système, il y a une société civile, il y a un très haut niveau d'éducation, donc il y a un potentiel, si vous voulez, au niveau de la société qui est immense. Et les compétences sont plutôt à l'extérieur de l'État qu'à l'intérieur de l'État. Si vous voulez, pour les jeunes qui réussissent en Iran, les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, ils ne choisissent pas de travailler pour ce régime. Donc pour l'instant, il y a la fuite des cerveaux qui risque de s'accélérer tant que la situation, tant que le régime perdure. Donc c'est plutôt l'inverse. Plus le régime dure, plus l'intelligence collective, plus les citoyens iraniens les plus brillants ne peuvent pas réaliser leurs aspirations à l'intérieur de leur pays et doivent fuir. Donc c'est pour ça qu'il y a cette diaspora iranienne qui existe aujourd'hui et qui réussit très bien à l'étranger. À l'intérieur du pays, si le mouvement se poursuit, les revendications sociales se transformeront en projets politiques. Mais c'est toute la question d'arriver à créer une structure alternative à l'État qui réprime sans cesse, donc qui ne laisse pas cet espace politique et qui n'ouvre pas le champ politique. Donc le champ politique interne est fermé, et donc il faut, pour qu'une révolution réussisse, et c'était le cas aussi en 78-79, il faut qu'il y ait d'abord la faillite du régime précédent. C'est ce que je vous expliquais sur notre incapacité à l'époque à identifier l'alternative. Donc là, je pense qu'on est dans un schéma qui ressemble à 77-78, où on est incapable d'identifier des mouvements organisés à l'intérieur du pays. On sait simplement qu'il y a des ONG, il y a des syndicats, par exemple, il y a beaucoup d'ONG qui défendent sur les questions écologiques. Donc il y a une intelligence collective dans la société iranienne. Il y a un très bon niveau au niveau de la médecine, par exemple. Donc il y a une société qui est structurée. L'État a joué plutôt un rôle d'affaiblissement des élites réelles du pays, les élites culturelles, les élites sportives qui se révoltent aujourd'hui. Donc si les classes populaires et les élites intellectuelles, les élites culturelles se réunissent, on pourrait avoir cette alternative qui naîtrait en fait de la faillite de l'État précédent.
Mais dans le cadre de la République islamique, il n'y aura pas d'espace pour une opposition, puisque, entre guillemets, ce qu'on appelait en Europe les modérés sont quand même très largement les idiots utiles des autres, des plus conservateurs, et participent à un jeu de légitimation du système plutôt que de proposer une véritable alternative. Ce mouvement révolutionnaire, il s'inscrit dans un contexte international qui est tendu, avec notamment la guerre en Ukraine, les négociations sur le nucléaire iranien. Est-ce que ces dossiers ont un impact direct sur, ou indirect même, sur la situation en Iran? Alors, comme je l'ai dit, le régime instrumentalise les crises externes pour mieux réprimer à l'intérieur. Donc, participation à la guerre d'Ukraine aux côtés de la Russie. Alors pourquoi? Parce que la Russie est une garantie pour la survie de l'État, de la République islamique, et ce, depuis la fin de la guerre froide. Donc là, c'est un paradoxe. L'État de la République islamique ne ressemble pas à l'URSS, mais ressemble à l'État post-soviétique russe. Donc, il y a une structuration des deux États, une proximité affective également. Et en quoi est-ce une garantie? En quoi la Russie constitue une garantie? Alors, la Russie apporte, par exemple, un soutien en termes sécuritaires, avec du transfert de technologies, notamment, par exemple, pour contrôler l'espace cyber, des technologies de censure, des technologies aussi pour développer des actions offensives. Donc, il faut savoir que la République islamique est très compétente sur le plan cyber, sur le plan offensif, mais a des grandes faiblesses défensives. Donc, les Russes peuvent améliorer, par exemple, les capacités de défense cyber de l'État iranien, ce qui est très important parce que les révolutionnaires à l'intérieur du pays et à l'extérieur, par exemple, le groupe des Anonymous effectue de nombreuses attaques sur les systèmes de l'État de la République islamique. Donc, ils pourraient protéger les Russes par des systèmes informatiques, des systèmes plus sophistiqués, les infrastructures. Et c'est très important dans le contexte d'un mouvement en 2022 où les réseaux sociaux jouent un rôle majeur et où Internet est une des clés pour la réussite ou non de ce mouvement révolutionnaire. Ensuite, la Russie donne une forme de légitimité au régime aussi dans la région, puisque avoir le soutien de la Russie permet quand même à la République islamique d'avoir une influence notamment au Caucase et en Asie centrale. Donc toujours, cette influence se fait avec l'approbation russe, puisque la République islamique est une puissance anti-hégémonique au Moyen-Orient contre l'ordre américain, mais elle soutient l'ordre hégémonique russe dans l'ancien espace soviétique. Donc c'est pourquoi elle soutient la Russie contre l'Ukraine. Elle est dans le narratif d'une OTAN qui ne serait pas seulement une organisation militaire, mais une organisation culturelle. Donc la Russie est un soutien aussi pour la propagande du régime, et l'objectif pour les deux est de construire un ordre international qu'ils appellent post-occidental. Et enfin, sur le plan économique aussi, on voit des systèmes de contournement des sanctions qui se mettent en place. Donc la République islamique est en train d'adopter le système de paiement MIR. On a une explosion du commerce aussi entre les deux pays. On est passé de à peu près 2 milliards en moyenne sur les 10 dernières années. Peut-être cette année, on sera à 6 milliards, donc multiplication par 3. Donc la Russie devient un partenaire vraiment indispensable. Et aussi parce que la livraison de drones iraniens à la Russie dans le contexte de la guerre d'Ukraine, peut-être de missiles, mais aussi de munitions d'artillerie, a été négociée par le régime iranien. Et donc ils auront sûrement, probablement, mais ça, les accords ne sont pas publics évidemment, une modernisation de l'ensemble des équipements militaires de la République islamique, parce que la Russie avait un besoin ponctuel de matériel militaire iranien, mais comme vous le savez, c'est pour ça que c'était une surprise pour la communauté internationale de voir que l'Iran exportait de l'armement vers la grande puissance russe. La Russie a un niveau de développement militaire qui est très largement supérieur à la République islamique. Dans ce contexte international compliqué, il y a une autre question qui est importante par rapport à l'Iran, c'est la question de la bombe atomique, avec des négociations qui aujourd'hui sont en point mort, avec des pays comme Israël
ou comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui observe attentivement l'évolution de ce dossier et des capacités nucléaires iraniennes. Comment ce dossier-là s'articule aussi avec la situation intérieure de l'Iran? Alors ce dossier-là ne peut pas être isolé des autres questions iraniennes. Donc c'est un peu l'échec de l'approche occidentale qui se limite au nucléaire, finalement, de ce qu'on pourrait appeler une forme d'obsession nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs dimensions à la question de la République islamique. Il y a, comme vous l'évoquez, la question interne, donc la nature du régime politique, avec un niveau de violence qui est quand même très élevé. Et aussi, vous avez la question de la projection de cet appareil de sécurité au niveau régional. Donc on voit avec les interventions de la République islamique dans la province du Kurdistan d'Irak, les menaces qui sont perpétuées sur les États voisins en ce moment. Et vous avez aussi une participation de la République islamique à la guerre au Yémen, à la guerre en Syrie. Donc l'appareil de sécuritaire qui réprime à l'intérieur a aussi une dimension régionale, et au Liban aussi, effectivement. Donc c'est très difficile de déconnecter l'aspect interne de l'aspect régional. Et enfin, vous avez cette question qu'on vient d'évoquer des drones et des missiles iraniens, donc, qui est maintenant une question sécuritaire pour les Européens. Donc ça change complètement l'approche européenne, puisque les Européens avaient cette obsession nucléaire jusqu'à fin août. Donc depuis début septembre, ils ont 2 nouveaux dossiers qui ont surgi. Il y a la participation de l'Iran à la guerre d'Ukraine, donc déploiement de gardiens de la révolution. On évoque un déploiement en Crimée et en Biélorussie de conseillers militaires iraniens sur le sol européen, utilisation d'armes iraniennes contre un État candidat à l'Union européenne. Donc ça devient une question de sécurité européenne. Et le dernier dossier, et là ça sera demain à Genève, la réunion du Conseil des droits de l'homme, avec l'Islande et l'Allemagne qui ont demandé par une résolution la création d'une commission d'enquête, etc. Donc on a une évolution d'une approche tout nucléaire à une approche plus large qui englobe l'ensemble des 4 dossiers. Donc ce qu'on appelait à l'époque de l'administration Trump et du président Macron le nucléaire élargi. Donc nucléaire élargi, c'était le nucléaire, les missiles balistiques et les drones, la politique régionale de la République islamique et les droits humains. Quelle est la position de la diplomatie française sur la situation actuelle en Iran? Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de personnes de nationalité française qui sont en prison, par exemple. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors la France a comme l'administration Biden, donc les États-Unis, et à la suite de l'Allemagne, a fait évoluer sa politique iranienne. Donc on est passé à une politique strictement limitée au nucléaire, avec la volonté du président Macron d'être un médiateur et de jouer un rôle par le dossier nucléaire sur la scène internationale, à un soutien au mouvement révolutionnaire. Donc on a eu une évolution quand même assez rapide en quelques semaines. Si vous voulez, vous avez une rencontre entre le président Macron et le président Raïssi au mois de septembre à New York. Et quelques semaines plus tard, vous avez une rencontre entre le président Macron et des militants pour les droits humains, donc des femmes engagées iraniennes dans le mouvement révolutionnaire, avec pour la première fois un État occidental qui affiche son soutien et qui utilise le mot de révolution pour parler des événements en Iran. Donc la France est en pointe. Donc forcément, vous me parlez des otages français en Iran, il y a des conséquences sécuritaires pour la présence diplomatique française en Iran. Donc vous avez ces otages, vous avez aussi les employés locaux de l'ambassade de France à Téhéran qui ont été arrêtés et mis en prison. Et donc vous avez une surenchère de la propagande de la République islamique anti-française. Alors cette surenchère s'explique par la volonté de la République islamique de ne pas compromettre son avenir, qu'elle pense quand même lié à une négociation avec l'administration Biden. Donc, si vous voulez, en attaquant les intérêts français, cela permet de limiter les de futures conséquences sur les relations irano-américaines. Ensuite, vous avez une nouvelle focalisation de la propagande de la République islamique sur Israël, l'Arabie saoudite et l'Angleterre. Alors, ils sont accusés de mener une guerre de l'information
contre le régime iranien, parce que vous avez BBC en persan, vous avez Iran International, et vous avez la position qui est bien connue d'Israël sur la question de la République islamique, puisque la République islamique nie l'existence d'Israël, et donc l'État d'Israël considère le régime iranien comme une menace existentielle. Donc on est dans un schéma où la France a une position qui a évolué très rapidement, donc très largement une dimension réactive. Alors, je pense que la France va se positionner avec l'Allemagne en pointe, et l'Europe va abandonner cette approche strictement nucléaire. Mais la question demeure, est-ce qu'au bout de quelques mois, si le mouvement s'arrête ou s'il y a une forme de normalisation, est-ce que la priorité ou le tout nucléaire ne reviendra pas? C'est une possibilité. En 2009, on avait vu que aussi il y avait eu un soutien au mouvement vert de la France, et ensuite un retour de cette obsession nucléaire. Donc, il est trop tôt pour dire si on est dans une adaptation conjoncturelle. Est-ce que le président Macron a simplement traité un problème d'image après sa rencontre avec le président Raïssi, ou est-ce qu'on est sur une évolution plus substantielle? Je pense que pour l'État français, la République islamique est vraiment un casse-tête, parce que il y a une vraie difficulté à libérer les otages français, alors que par exemple des États comme l'Italie ou l'Espagne ont plus de facilité à libérer leurs otages, parce que la France a cette double position d'être un État qui se veut médiateur et en même temps une puissance du Conseil de sécurité avec le droit de veto, ce qui compte sur le dossier nucléaire. Donc, pour la République islamique, c'est une cible privilégiée. Donc, on est quand même dans une phase d'escalade dans les relations franco-iraniennes, et il risque de se poser la question de la fermeture de l'ambassade de France à Téhéran, pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons sécuritaires. Juste pour finir avec cette question de la bombe, puisqu'on entend aussi dire que les Iraniens sont à deux doigts d'avoir la bombe atomique, c'est qu'une question de mois, voire de semaines. Donc pour l'instant, a priori, ils ne maîtrisent pas cette technologie. Le jour où ils vont la maîtriser, ça va aussi changer les paramètres du problème. Alors est-ce que vous savez, vous, si c'est vraiment quelque chose d'imminent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore dans un futur indéterminé? Alors ça, cette question du nucléaire iranien est extrêmement liée à la nature du régime de la République islamique, puisqu'à l'époque du Shah d'Iran, vous avez un problème nucléaire qui est équivalent, avec une grande ambition, des moyens beaucoup plus importants, et une priorité. C'est ce qu'on appelle à l'époque le gaullisme chiite, c'est-à-dire que le modèle, c'est Charles de Gaulle et le programme nucléaire français. Donc vous avez même un phénomène d'inspiration, d'imitation par rapport à la France. Donc la France, à l'époque, vous avez un bureau du commissariat à l'énergie atomique à Téhéran, vous avez Framatome qui construit des centrales, donc 10 réacteurs nucléaires en projet à l'époque, au moment de la Révolution. Donc on a une évaluation du programme nucléaire iranien qui est très positive à l'époque. On trouve que c'est une opportunité commerciale. Ensuite, en 79, les religieux prennent le pouvoir. Ils considèrent que les accords nucléaires sont des accords inégaux, donc un acte d'impérialisme, et donc ils dénoncent tous les accords qui ont été signés avec les grandes entreprises occidentales dans le domaine nucléaire, et coupent les liens et arrêtent le programme nucléaire. Donc il faut bien comprendre que ce régime n'a pas le nucléaire comme priorité, au moins jusqu'à l'administration Ahmadinejad. Alors pourquoi, à l'époque d'Ahmadinejad, la question nucléaire sature l'espace politique de la République islamique? Parce que le régime pense à ce moment-là, donc entre 2005 et 2013, qu'il peut se légitimer par le nucléaire. Donc c'est ce que le professeur Ali Ansari appelle un nationalisme de boutiquier, boutique nationalisme. C'est très superficiel. Ils veulent s'inspirer de Mossadegh, de la nationalisation du pétrole, et transformer le nucléaire en cause nationale pour revivifier, si vous voulez, l'idéologie de la République islamique. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a une stratégie que j'appellerais de chantage nucléaire pour manipuler les États occidentaux. On va utiliser leur obsession nucléaire, et comme cela, vous n'allez pas parler des droits humains, vous n'allez pas parler de l'influence régionale de l'Iran ou de ses programmes militaires. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Iran
a besoin d'au moins 2 ans pour produire des systèmes d'armes nucléaires. Donc ce n'est pas imminent, ce n'est pas non plus à long terme, mais même s'ils décidaient aujourd'hui de le faire, il faudrait 2 ans. Le second aspect, c'est que dans le contexte actuel, il y a une menace qui est beaucoup plus importante pour eux que celle du nucléaire, c'est la menace du mouvement révolutionnaire en cours. Donc il est quand même assez étonnant de voir les médias occidentaux dire il y a une imminence de la bombe atomique à un moment où le régime a quand même des préoccupations sécuritaires tout autres. Et je dirais que cette question nucléaire obscurcit notre compréhension de l'Iran contemporain plutôt qu'elle nous permet de comprendre globalement l'évolution du pays ou sa trajectoire. Alors pourquoi il y a cette obsession? Tout simplement parce que ceux qui sont en charge de la politique iranienne sont des spécialistes du nucléaire et donc ils préfèrent parler de ceux qui connaissent, ce qui est logique. Donc c'est pour ça que vous avez toutes ces déclarations jusqu'à fin août. On nous parle sans cesse de l'imminence, de l'urgence nucléaire. Dans les années 2000, c'était l'horloge tourne. Il y avait tous les articles qui s'appelaient l'horloge nucléaire tourne. Donc, je vous l'ai dit avant, mais dès les années 70, il y avait déjà un rapport de la CIA qui disait l'Iran aura des bombes atomiques au milieu des années 80, avec certitude. Et depuis, vous avez des prédictions de la bombe iranienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne se réalisera pas. Il faut être prudent comme historien, mais simplement, on peut faire une histoire de l'échec des prédictions. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, les autorités de la République islamique utilisent cette question nucléaire pour manipuler les chancelleries occidentales qui sont en train de réévaluer leur politique iranienne. Ça me semble évident, la dernière décision, le timing de la décision de nouvel enrichissement à 60%, qui n'a pas de vocation civile évidemment, est simplement fait pour faire monter les enchères nucléaires. On entend souvent parler, le régime iranien, de la main de l'étranger, pour expliquer notamment le soulèvement populaire en Iran. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus? Pourquoi, en gros? Alors ça s'explique à la fois par l'histoire de l'Iran, les rivalités impériales, le grand jeu dont j'ai parlé au XIXe siècle, la division à l'époque des élites politiques entre anglophiles et russophiles. Et donc, jusqu'en 1953, l'influence des Britanniques, et de 1953 à 1979, l'influence des États-Unis. Maintenant, il faut bien voir, j'ai parlé tout à l'heure d'anti-impérialisme de façade, l'utilisation des théories du complot pour justifier l'incompétence des autorités est une technique éculée en République islamique. C'est un phénomène de déresponsabilisation. J'ai parlé tout à l'heure d'externalisation des crises sur le plan militaire, mais aussi c'est un moyen de ne pas être responsable. Donc il y a une stratégie aussi de victimisation sur la scène internationale en disant nous sommes victimes des sanctions, etc. Donc ça permet, si vous voulez, d'avoir un discours dans la communauté internationale pour justifier les échecs finalement de la République islamique, les échecs économiques, l'échec à assurer la stabilité et la sécurité de la population comme on le voit aujourd'hui, avec la montée de la violence. Et donc, on est dans une forme, si vous voulez, de déresponsabilisation. Alors, pourquoi c'est intéressant de l'étudier? Parce que c'est à géométrie variable. Il y a une obsession sur l'Angleterre, Israël, les États-Unis, la France, mais il y a une omerta sur la Russie. Donc, il y a vraiment, alors que la Russie est une puissance impériale, qui a, dans l'histoire du nationalisme iranien, été une puissance rivale, qui a pris des territoires. Donc là, on a pu dépasser l'antagonisme historique, si vous voulez, dans un cas. Donc c'est vraiment une instrumentalisation géopolitique de cette question de gérer les influences étrangères. L'autre explication évidente, et qui explique cette obsession avec les Britanniques, c'est l'histoire du pétrole. Ce sont les Anglais qui ont découvert le pétrole, qui ont développé les ressources pétrolières iraniennes et qui ont exploité donc les ressources en hydrocarbures de l'Iran jusqu'en 1953. Et ensuite, cette exploitation a été partagée. Mais là où le régime ne parvient plus à convaincre, seulement 10% de la population considère que les problèmes du pays sont liés aux sanctions, les problèmes économiques. 85% considèrent que les problèmes sont liés à l'incompétence du régime et à la corruption. Donc vous voyez, il y a vraiment un tout petit socle maintenant qui est convaincu. Et donc ce discours sur la main de l'étranger, le discours complotiste, la différence avec parce qu'il y a des théories complotistes dans tous les pays.
En France, on lutte contre les... Mais la spécificité du régime de la République islamique, et je le sais parce que je suis historien, c'est que les historiens qui travaillent pour le régime iranien ont pour travail d'alimenter les théories du complot et de les nourrir. Donc non pas de les déconstruire, comme on fait ici à l'université Paul Valéry. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout. Et on voit d'ailleurs, parce que c'est instrumentalisé par rapport à la question des minorités ethniques. Tout à l'heure, j'ai dit que les soviétiques avaient soutenu les Kurdes ou les Azéris en 1946 et l'indépendance brève de ces républiques autonomes. Aujourd'hui, le régime iranien est complètement perturbé par son incapacité à rétablir l'ordre rapidement et donc créer cette situation de guerre. Et dans cette situation de guerre, ils utilisent cette question de la main de l'étranger, comme si, par exemple, une télé en persan qui émet depuis Londres pouvait être jugée responsable des problèmes en Iran aujourd'hui. C'est absurde. Et donc, ils ont classé la télé comme média terroriste, par exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé du titre, c'était le journal Kayhan, qui est le journal du guide suprême qui accusait l'Angleterre, Israël et l'Arabie saoudite. Il faut bien comprendre que la République islamique elle-même a des télés en arabe, s'ingère dans les affaires. Ils ont 50 télés en arabe pour renverser les régimes voisins. Donc eux-mêmes pratiquent, si vous voulez, l'ingérence dans les affaires internes des Irakiens, des Afghans, des Bahreïniens. Donc c'est un régime qui lui-même pratique le changement de régime et qui nie la légitimité des gouvernants des pays voisins. C'est en ce sens que c'est une politique étrangère révolutionnaire, puisqu'elle s'adresse directement aux populations et non aux États. Donc c'est un paradoxe même, je dirais, pour un État révolutionnaire comme la République islamique, d'accuser les autres de faire la même chose que ce qu'ils font eux à grande échelle. Deux dernières questions encore. La première, c'est, si je reviens un instant sur ce mouvement révolutionnaire, c'est comment est-ce qu'il s'organise? Est-ce qu'il utilise les réseaux sociaux? Est-ce que c'est spontané? Est-ce que les gens sortent dans la rue? Enfin, voilà. Comment est-ce qu'il est organisé, en fait, ce mouvement révolutionnaire? Alors c'est simplement, il y a un mouvement de colère, c'est un mouvement spontané, c'est pour ça qu'il était imprévisible. Il y a quelques mois, je peux le citer parce qu'il est dans mon jury de HDR, le professeur Ali Ansari avait fait une présentation. Il avait dit, il y a un an, si on devait écrire aujourd'hui un article, puisqu'il est historien, sur les causes de la révolution iranienne, c'était en novembre 2021. En 2021, je pourrais écrire l'article tout de suite sur les causes de la révolution qui n'avait pas lieu à l'époque. Donc ça rejoint la phrase que je vous ai dite de Darush Shahigan, le régime s'est effondré, il ne le sait pas lui-même. Donc l'effondrement idéologique, il date de plusieurs décennies. Je ne suis même pas sûr que, au-delà de la propagande du régime et ceux qui ont voulu la croire, qu'à un moment donné, ce régime ait pu convaincre la totalité de la population iranienne ou sa majorité. J'ai même un doute sur sa puissance dans la société au début du mouvement révolutionnaire, parce que c'est un régime qui s'est construit dans la guerre contre l'Irak. Donc l'histoire des prédictions de la chute de la République islamique dont on parlait tout à l'heure sont aussi liées à cette agression irakienne en 1980 qui va permettre au régime de se construire. Donc il y a un facteur externe aussi qui explique l'échec des prédictions sur la chute de la République islamique. Donc c'est un régime qui a toujours été minoritaire. Donc la colère était sous-jacente. Et donc, c'est une révélation des colères qui existaient depuis plusieurs décennies en Iran, depuis l'instauration du régime. Ensuite, c'est un mouvement de reconquête des droits perdus en 79, en partie, parce que sous le régime précédent, les droits étaient beaucoup plus favorables aux femmes que sous la République islamique, et un mouvement de conquête, puisque les nouvelles générations, ce qu'on appelle la génération Z, n'a pas connu le régime précédent. Mais ça touche à la fois les Iraniennes âgées comme les jeunes. Donc c'est un mouvement transgénérationnel. Après, au début, c'était plutôt les jeunes femmes. Donc il y a plusieurs phases. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je vous renvoie aux articles de mon professeur Farhad Khosrow-Kavar, qui a déjà fait une chronologie du mouvement. Donc vous pouvez trouver les articles dans le Nouvel Obs. Et il constate qu'il y a un élargissement du mouvement. Donc on a commencé par les jeunes filles, et ensuite vous avez les hommes les ont soutenus, ensuite vous avez des mouvements de grève, vous avez les médecins aussi qui soignent et qui résistent, donc vous avez les avocats, vous avez les élites sportives dont on a parlé, les élites culturelles. Donc tout le monde s'est mobilisé de manière spontanée, par petits groupes. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas d'effet de masse,
Donc ça a été expliqué parce qu'il y a une peur de la répression qui est terrible. Et donc, les révolutionnaires pensent que s'ils organisent à l'avance les manifestations sur un espace géographique étendu, il y aurait un risque de concentration des forces de répression à cet endroit-là. Et c'est pour ça que ce sont des manifestations éclatées, qui durent parfois quelques minutes, parfois avec des occupations, parfois plus longtemps. Euh, un élément important de la mobilisation, c'est les anniversaires des martyrs du mouvement révolutionnaire. Donc après 40 jours, vous avez de nouveau une relance du mouvement. À chaque Iranien éliminé par le régime, vous avez de nouveau une relance du mouvement. Donc vous avez l'impression parfois que ça s'arrête, puis ça repart. Donc c'est imprévisible. On ne peut pas savoir si le mouvement va s'étendre complètement et le pays va s'arrêter. Donc la clé, c'est effectivement la grève générale ou le fait que les forces de sécurité arrêtent d'utiliser ce niveau de violence, voilà, refusent d'obéir aux ordres. Donc ça serait ça le début de la fin du régime à court terme. Vous avez déjà partiellement répondu à ma dernière question, qui était que, bien évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais comment voyez-vous la suite des événements en Iran? Là, vous savez, vous avez une phrase bien connue, le début de la fin. Donc, c'est le début de la fin, mais après, comme je vous l'ai dit, je pense que il faudrait qu'il y ait d'abord une faillite de ce régime pour libérer un espace politique, c'est-à-dire un État aussi violent. Je trouve que c'est déjà extraordinaire qu'il y ait un mouvement de cette ampleur-là, étant donné les risques et la violence et la terreur que fait régner l'État à l'intérieur du pays et le niveau de risque que les manifestants sont prêts à prendre. Ensuite, je pense que le modèle politico-religieux est condamné. Et je pense ça depuis 20 ans. Donc, mon professeur, l'autre professeur, 83 ans, il pense ça depuis 1979. Donc, c'est ce que je vous ai dit dans le scepticisme, l'échec à penser la chute. Il y a aussi le fait que, en fait, parier sur un régime comme ça, il faut quand même être très cynique. Donc, peu de chercheurs vont parier sur la survie d'un régime comme ça. Ça me semble impossible sur un plan humain. Après, bien sûr qu'il y a les sceptiques et les cyniques qui vont dire, mais c'est le régime ou le chaos, et donc ils vont rentrer dans le jeu du régime qui est très dangereux. Donc, ils disaient l'Iran sera la Syrie si nous tombons. Ensuite, maintenant, ils disent l'Iran sera la Libye ou le Soudan. Donc, ils jouent avec la peur et l'incertitude. Donc ça, c'est une stratégie de communication de tous les organes médiatiques de la République islamique. Mais ça fonctionne, puisque, comme je vous l'ai dit, les chancelleries occidentales ont du mal à anticiper une évolution autre qu'un coup d'État militaire. Les pays voisins craignent véritablement un État failli et espèrent un ordre étatique préservé avec un compromis finalement. Laisser les femmes sortir dévoilées, garantissez un minimum de niveau économique à la population et ne perdez pas tout votre business. Parce qu'il faut bien comprendre, les gardiens de la Révolution, je n'ai pas développé, mais ils sont une force sécuritaire, une force politique aujourd'hui, une force militaire, mais une force économique. Ils contrôlent près de la moitié, 40% on pense de l'économie iranienne. Évidemment, il n'y a pas de statistiques précises, vous l'imaginez, avec une telle opacité. Mais la question va se poser peut-être pour un moment donné de perdre tout. Donc de perdre aussi le contrôle des ressources. Donc pour l'instant, ce qui explique la survie du régime à court terme, c'est à la fois les liens familiaux qui unissent les différentes factions, les différents clans. Donc là, il y a un équilibre entre les familles, les mariages, etc. Donc vous avez quand même un corps assez soudé maintenant à l'intérieur du régime. Et vous avez l'usage de la violence, et vous avez le contrôle des ressources et de la manne pétrolière. Donc là, la Russie est clé aussi pour contourner les sanctions, réexporter du pétrole. On voit une légère baisse, par exemple, des exportations de pétrole iraniennes vers la Chine. Et là, parce que le pétrole sanctionné russe rentre en compétition. Donc il y a aussi cette dimension de compétition avec la Russie qui est intéressante. Donc ça pourrait aussi coûter, sur le plan économique, au régime, ces ventes de pétrole russe à la Chine qui prendraient la place du pétrole sanctionné iranien, puisque les Russes offriraient un plus grand discount à leurs amis chinois avec la perte des marchés occidentaux. Mais c'est vraiment les deux piliers de la survie du régime depuis les premiers mouvements de manifestation.
la répression, l'appareil de sécurité, le contrôle de la rente et aussi le fait qu'il laisse partir les citoyens qui souhaitent quitter l'Iran, donc la fuite des cerveaux. D'ailleurs, dans les slogans, il y a on ne partira pas, on est chez nous, on est en Iran, parce que le régime préfère que ceux qui souhaitent le changement fuient. Clémence, cela fait près d'une heure que nous discutons ensemble. Et avant de donner la parole à la salle, je tiens encore une fois à vous remercier pour cette intervention ce soir. Merci. Alors, il y a des doigts qui se lèvent déjà. Oui, bonsoir, je vous remercie pour votre exposé de géopolitique. Je suis de très près donc ce mouvement insurrectionnel en Iran, que je n'appellerai pas révolutionnaire pour le moment, il est insurrectionnel. C'est une révolte, parce que je ne sais pas comment ça va aboutir. Si c'est pour aboutir à une société basée sur le capitalisme libéral, je ne vois pas où sera la révolution. Mais quand même, l'expérience historique nous a appris que chaque fois que dans une société, les femmes descendent dans la rue, le pouvoir a beaucoup à craindre. Donc la question que je vais vous poser, est-ce que les femmes en Iran actuellement ont gardé la conscience historique de ce qui se passait dans la société iranienne au 19e et au 20e siècle, surtout vers 1935-36, quand le Shah a montré l'exemple avec son épouse et ses filles lors de l'inauguration de l'école normale. Il a dit maintenant c'est fini, les tchadors, etc. C'est terminé, visage découvert. Mais déjà, ça existait depuis bien longtemps. On sait très bien que dans les campagnes, les campagnards ne portaient pas d'accoutrement religieux en Iran, contrairement aux autres pays du Moyen-Orient. Alors, la question, il y avait des clubs d'émancipation de femmes au milieu du XXe siècle en Iran. Il faut le dire, d'accord ? Et je rappellerai donc un article qu'a écrit mon grand-père, Le dévoilement des femmes iraniennes, en 1935. Donc, est-ce que les femmes en Iran ont gardé cette conscience historique de ce qu'elles étaient avant l'arrivée de ce pouvoir religieux, patriarcal, autocratique, ou est-ce qu'il y a eu un oubli? Est-ce que la mémoire a disparu? Comme ça arrive dans certains pays, la mémoire historique, elle s'efface vite. Alors sur la définition du mouvement, je pense qu'il faut être prudent parce que on ne sait pas. C'est-à-dire on ne sait pas si les historiens dans 20 ans diront c'était le début de la révolution. Parce qu'en janvier 78, les gens disaient comme vous. Ils disaient c'est une insurrection, c'est une manifestation, c'est rien du tout. Donc on peut se tromper dans les deux sens a posteriori. Donc j'inviterai à la prudence tout le monde. C'est-à-dire est-ce que c'est une insurrection, un soulèvement national, une révolution? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. C'est ça la réponse sage. Ensuite, sur le deuxième aspect de votre question, oui, effectivement, en Iran, c'était un projet du voilement des femmes par la révolution islamique qui a été imposé par le haut. Alors, ce qui est intéressant en France, c'est d'avoir accompagné, si vous voulez, ce régime dans les études universitaires, en tout cas en France, sur ces questions, et d'avoir produit un discours qui disait finalement que le régime iranien avait permis une certaine forme d'émancipation, peut-être paradoxale, des femmes iraniennes, contrairement au régime précédent qui avait imposé une sécularisation par le haut. Et donc ça, moi je suis plutôt de votre côté. Je pense qu'au contraire, ce régime a constitué une régression par rapport à la situation antérieure, et que d'ailleurs beaucoup de pères en République islamique encouragent leurs filles à fuir l'Iran pour les raisons d'apartheid sexuel. Donc c'est une preuve que la société a toujours été en avance sur le régime, sur ces questions-là. Donc ça me semble évident. Et comment, si vous voulez, cette conscience d'une nécessaire égalité a perduré dans la société iranienne? Je dirais qu'un des aspects importants, c'est ce que Darushagan appelait la schizophrénie, c'est-à-dire le fait qu'on apprend un enseignement à la maison et un autre à l'école, et celui de l'école a échoué par rapport à celui de la maison. Sans dire ce que je disais sur l'échec idéologique du régime, fonctionne aussi sur leur vision de la situation de la femme dans la société roméniste. Et donc, si vous voulez, là, le régime a complètement échoué sur l'endoctrinement, je dirais même plus, il a provoqué une réaction.
parce qu'il y a toujours eu une grande transgression en Iran, en République islamique, dans la vie quotidienne. Et donc, les normes idéales promues par le régime n'ont jamais été une réalité sociale. C'est pour ça que Farhad Khosrow-Khavar, dans ses livres, il parle de totalitarisme failli. Parce que dans le totalitarisme, l'État totalitaire qui réussit, il contrôle complètement la société. Et donc là, ce régime n'a jamais réussi. C'est pour ça que je disais c'est un révélateur des mécontentements sous-jacents. Et donc ce mécontentement-là, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, c'était une humiliation quotidienne. Et ça s'applique, bon, pour les hommes c'était différent, c'est l'interdiction du short par exemple. Il fait très chaud à Téhéran, donc ces contraintes vestimentaires sont globales quand même. Et donc ce qui a fait la force de ce mouvement, je dirais, c'est que les hommes soutiennent les femmes, parce qu'ils ont conscience, dans leur majorité, que si les femmes ne sont pas libres, ils ne le sont pas non plus. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière. C'est-à-dire, c'est pour ça, dans ce sens, c'est quand même une révolution, parce que le régime ne parviendra pas à rétablir la situation d'avant le 16 septembre. Je suis très prudent, mais je suis prêt à prendre ce pari-là. Je préfère regarder le terme de révolution pour une société qui devient égalitaire et qui rompt avec la hiérarchie. Ce ne sera certainement pas le cas en Iran, quel que soit le devenir de cette société. Une autre question? Oui. Avant de poser ma question, je voulais juste corriger que Mahsa Amini portait le voile en fait, hein, parce que vous avez dit qu'effectivement il ne portait pas le voile, mais le voile était mal porté, voilà, mal mis. Alors ma question en fait par rapport à cet mouvement révolutionnaire, hein, avec le slogan Femme, vie, liberté, c'est une slogan où, contrairement à tous les slogans d'avant, effectivement, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de guerre. C'est une propagande effectivement très sociale, on va dire Donc, en plus, c'est un mouvement où il n'y a pas de leader. C'est normalement, il n'est pas idéologique. Il n'y a pas une personne ou quelques personnes qui vont diriger. Mais aujourd'hui, après 2 mois, on voit qu'effectivement, on parle d'une organisation. Par exemple, il y a pour demain, justement pour soutenir la région Kurdistan, il y a un appel. En fait, c'est des jeunes de quartier qui font l'appel, qui se sont effectivement construits dans tous les villes. Donc, moi, ma question, c'est que, est-ce que, en tant qu'historien, est-ce qu'on a un exemple qui peut ressembler à ce mouvement, ou c'est un mouvement inédit? Le problème, les historiens, ils considèrent ça comme les analogies historiques sont un anathème scientifique. Donc, moi, je compare avec la situation de 1978, parce que c'est le même pays. Je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de tirer des enseignements, pas de comparer dans le sens où ce serait des mouvements similaires, mais ce que j'essaie de faire aujourd'hui, de voir les erreurs de compréhension des contemporains des événements. Et donc là, en 78, les erreurs étaient complètes. C'est-à-dire que vous voyez le professeur de Princeton qui vous fait un article sur Princeton, hein, l'université de Princeton. Ça pose question pour notre corporation, qui fait un article sur Khomeini et le nouveau Gandhi iranien. Je l'ai lu, l'article. Il avait tout faux. Il a prédit que Khomeini irait à Rome, qu'il irait prier toute sa vie, qu'il ait tout le pouvoir, le matériel ne l'intéressait pas. Donc, ce qui est plus intéressant, à mon sens, c'est de voir et de comprendre les erreurs d'interprétation qui ont été commises par les contemporains les plus érudits au moment des événements, et d'accepter peut-être de ne pas être capable de qualifier tout de suite les événements, d'avoir des doutes pour améliorer notre capacité et être prudent dans notre compréhension des événements. Donc, sur la comparaison historique avec le mouvement, je dirais ce qu'il ne faut pas faire.
pas ce qu'il faut faire, parce que je n'ai pas d'exemple en tant qu'historien, parce qu'on ne pratique pas l'analogie, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est projeter le débat interne, par exemple de la France, sur la réalité iranienne. Je ne sais pas si vous avez écouté la chanson de Fromet, il s'appelle sur France Inter, non sur Mollah, c'est fini. Il a fait une chanson que je vous invite à écouter, Mollah, c'est fini. Et il conclut en disant, on va vous envoyer Sandrine Rousseau. Donc comme ça va. Mais projeter le débat sur le voile français, sur la réalité iranienne, ça ne fonctionne pas. Parce que toute approche qui prendra en considération finalement les revendications de la population serait qualifiée d'extrême droite. Donc vous voyez, ça, il ne faut pas faire. Donc ça, c'est un point qui est très clair pour moi. Merci. Je voulais vous demander, parce que dans tout votre discours, je n'ai pas entendu le mot dictature, alors que c'est quand même, il massacre ces populations, que la République n'est que sur le papier, puisque c'est quand même le chef religieux qui a tout la main sur tout. C'est vrai qu'il y a un parlement, mais malheureusement, il y a des structures, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont aucune utilité, enfin, du moins, qui ne peuvent pas défendre le citoyen. Il faut savoir aussi qu'il y avait une grave crise économique aussi en Iran, et c'est ceci qui explique un petit peu la colère aussi des Iraniens, et que le voile n'est que l'arbre qui cache, pour moi, la forêt, puisqu'il y avait d'autres difficultés dans ce pays avant ce mouvement. Mais maintenant, moi, je pense qu'au niveau des massacres qu'on voit dans ce pays, je trouve quand même que la communauté internationale est un peu silencieuse. Est-ce que vous pensez, ma question c'est, est-ce que vous pensez que l'Occident va prendre la mesure de ce qui se passe réellement dans ce pays, en sachant qu'ils n'ont quand même, c'est un pays qui est coupé d'Internet, hein, il faut quand même savoir qu'ils sont depuis 2 mois sans Internet. Alors, sur le terme de dictature, non, les manifestants crient mort au dictateur. Je pense qu'ils ont très bien compris qu'il s'agit d'une dictature. La République islamique a connu 2 chefs de l'État. Le premier, c'est Khomeini, de 1979 à 1989. Et le deuxième, c'est Ali Khamenei, de 1989 à nos jours. Donc, après, dans les articles de sciences politiques, on le présente comme un autoritarisme fragmenté. Parce que souvent, la main gauche de la République islamique fait quelque chose et la main droite n'est pas au courant. Donc, c'est un système quand même complexe qui a ses spécificités. Là aussi, on ne peut pas comparer, à part avec l'État russe post-soviétique, qui est proche, mais il y a néanmoins des différences. Mais il y a un rapprochement avec la guerre d'Ukraine. Ensuite, ça c'est sur la nature de l'État. Votre question porte sur la diplomatie occidentale. Alors oui, pour les diplomates occidentaux, très clairement, la relation avec un État est une fin en soi. Ce n'est pas un moyen pour défendre des idéaux ou des valeurs. Je vous invite à lire le livre de Jérôme Bonnafont, Diplomate, pourquoi faire. Il est intervenu dans mon cours à Paul Valéry, dans le cours des métiers de l'international, et il nous a bien expliqué que la vertu est une question très relative. Et donc la vertu de l'un n'étant pas la vertu de l'autre, l'objectif du diplomate n'est pas d'être manichéen et de préserver la relation à tout prix, parce que du point de vue de l'acteur diplomatique, il faut préserver la relation à tout prix, et le changement, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement révolutionnaire, ne deviendra une réalité pour le diplomate que lorsque le projet politique du mouvement révolutionnaire se traduira par l'existence d'un État. Voilà, donc tant que l'État est contrôlé par la République islamique, il garde des options pour dans 6 mois, comme je l'ai dit, s'il faut négocier de nouveau sur le nucléaire. Et donc ils gardent tous leurs canaux ouverts. Et donc c'est pour ça que la propagande de la République islamique insiste sur l'hypocrisie des Occidentaux. Et j'ai cité l'article du journal Kayhan. Je vous ai dit, il mentionne l'Angleterre, Israël et l'Arabie saoudite et les marchands de patrie iranienne de l'intérieur, donc les manifestants, les révolutionnaires, mais il ne mentionne pas les États-Unis. Donc ça, c'est très nouveau. Ça veut dire que l'administration Biden
n'est pas cité par le journal du guide suprême iranien. Et donc là, vous voyez bien quand même que les Américains ont une approche d'une extrême prudence. Pourquoi? Parce qu'ils sont traumatisés par le changement de régime. Il y a un traumatisme dans l'administration américaine et on associe tout partisan du changement de régime comme un faucon dans le débat américain. Donc je vous parlais tout à l'heure de projeter le débat interne sur une réalité différente. Et donc tous les États font ça, les Français au premier plan. Nous, on projette la situation de la minorité musulmane sur l'Iran, ce qui est absurde. Et eux, ils projettent la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Libye sur la situation iranienne. Et ils sont effrayés, en fait, par l'État failli. Ils ont été pris par surprise. Ils ont même eu un temps d'adaptation, certes plus rapide que la diplomatie française, mais néanmoins assez long pour une administration américaine par rapport à la défense du mouvement. Et on voit que Kayan les récompense quand même, et ce qui n'est pas bon signe d'être récompensé par le journal extrémiste iranien, en n'étant pas cité, parce que le titre c'était 6-2, vous savez, l'Iran a perdu 6-2, donc ceux qui ont eu 6, c'était les 3, et 2, c'était les patriotes de la République islamique. Voilà. Dernière question peut-être? Oui, il y avait une question là. Merci. Et bonsoir. Je pense aussi, comme beaucoup, que pour l'instant, c'est une révolte, une insurrection qui est réprimée par la police. Si ça prend plus d'ampleur et si ça devient beaucoup plus important dans tout le pays, peut-être que l'armée va aussi intervenir ou peut aussi intervenir. Et en plus, vous avez parlé de 2 armées, donc si vous pouviez préciser la position de l'armée ou des armées à l'heure actuelle. Merci. Toutes les forces de sécurité interviennent déjà. Vous avez raison, la police était au premier plan, mais l'Artèche, donc l'armée régulière aussi, était déjà présente depuis le début. Et les gardiens de la Révolution ont été déployés à Téhéran, au Kurdistan et au Baloutchistan, donc les 3 provinces dites sensibles. De toute façon, Téhéran est considéré comme une zone étrangère par les gardiens de la Révolution, donc c'est même pas considéré comme la République islamique. Donc ils ont l'impression d'occuper la ville de Téhéran. Donc dans leur propagande, dans leurs documents internes, Téhéran, c'est une zone étrangère. Et donc, parce que le niveau de soutien à la République islamique est très très faible dans la capitale Téhéran. Et dans les provinces périphériques, de toute façon, même en temps où il n'y a pas de manifestation, ce sont les gardiens de la Révolution. Donc il y a une semi-répression, si vous voulez, ou une répression, disons, atténuée, je ne sais pas comment la qualifier, mais qui est permanente. Donc on est déjà dans une situation où toutes les forces de sécurité sont mobilisées. D'ailleurs, le guide suprême, Ali Khamenei, dans son discours il y a 3 jours, il a évoqué cette question de la fatigue. Il a dit, les manifestants parient sur notre fatigue. Mais nous parions, et là où il est manipulateur, sur la fatigue de la majorité de la population qui veut de l'ordre. Mais le fait qu'il ait mentionné la fatigue, ça veut dire qu'à l'intérieur du régime, les forces de sécurité, parce que c'est souvent la nuit, il y a quand même une mobilisation permanente. Si vous voulez, plus ça dure, plus il y a une difficulté quand même. Et donc cette question de la fatigue apparaît dans le discours du leader. Donc ça, c'est quand même un signe d'affaiblissement. Un autre signe d'affaiblissement, c'est le fait qu'ils auraient fait appel à la famille Rafsanjani, donc qui sont entre guillemets les modérés des années 90, et la famille Khomeini, donc qui est réformatrice, donc la famille de l'ayatollah Khomeini. Donc là aussi, et bien sûr les 2 familles ont refusé de jouer un rôle, mais dans tous les cas, c'est pas ce que veulent les manifestants. Mais c'est un signe que la purge qu'il y a eu à l'intérieur du système, où il reste que les forces les plus extrémistes à l'intérieur du régime, crée une impasse politique. Donc c'est pourquoi cette question du coup d'État militaire est évoquée. Donc, parce que les forces de sécurité obéissent, mais à partir du moment où elles sont la seule raison du maintien de l'autorité de l'État, moi je ne suis pas forcément un futurologue ou un amateur de scénarios où il y aura un coup d'État des gardiens de la Révolution, mais la possibilité est réelle qu'ils veuillent en tout cas avoir une plus grande participation à la décision politique. Donc je dirais, oui, ils vont mobiliser peut-être encore plus de forces de répression. Évidemment, le régime, si vous écoutez la propagande, ils disent qu'ils sont à 10% de leur capacité de répression, évidemment. Il leur reste 90% de force, et c'est par mansuétude et générosité qu'ils n'ont pas tué la moitié de la population, qu'ils considèrent comme des citoyens non iraniens. Et je pense
que le fait que le guide ait évoqué la fatigue est quand même un signal d'un débat sur jusqu'à quel niveau de violence on accepte d'aller. Je vous ai dit que le Shah d'Iran avait refusé l'instauration d'une junte militaire et des tueries de masse. Donc ça apparaît très clairement dans les archives, dans les contacts avec les Américains. Ce régime peut, à un moment donné, être confronté à un refus d'appliquer les ordres. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre attention. Et puis, S'il vous plaît. Je voudrais dire 2 vers en hommage aux femmes iraniennes. 2 vers écrits par un poète iranien au début du XXe siècle. Dévoile tes joues, ô ma fille, mais jette un voile sur ton cœur, car ce qui cachait ton visage ne préservait pas ton secret. Découvre ta face sans craindre le regard nuisible d'autrui. Le mauvais œil vient de l'épine, mais ne contriste pas la rose. Je vous remercie.